Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, v'là tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous allons consacrer notre émission aujourd'hui à un conflit qui dure depuis plus de 60 années, la guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Cette guerre coloniale, qui n'a jamais cessé depuis si longtemps, connaît régulièrement des accès de violence qui traumatisent les deux peuples. Le 7 octobre 2023, la branche armée palestinienne du Hamas à Gaza a mené des attaques meurtrières en Israël. Après avoir enfoncé le mur construit par les Israéliens pour isoler la population de Gaza, les soldats du Hamas ont provoqué des actes terroristes contre la population israélienne. Le gouvernement israélien, pris en défaut de protection de son peuple, a immédiatement réagi en annonçant l'éradication du Hamas. Et pour y arriver, la seule solution pour le gouvernement de Netanyahou est d'écraser la population de Gaza dans un déluge de bombes. À ce jour, les victimes palestiniennes sont déjà au nombre de plus de 10 000. L'opinion internationale s'en est émue. Les manifestations pro-palestiniennes se déroulent partout dans le monde. Le 4 novembre 2023, par exemple, elles ont réuni plusieurs centaines de personnes à Paris, également à Londres, à Berlin, et même dans les universités américaines. Les gouvernements occidentaux demandent une trêve humanitaire, alors que l'ONU, mais aussi les manifestants, les gouvernements arabes, réclament un cessez-le-feu immédiat. Le gouvernement Netanyahou le refuse et continue de massacrer les habitants de Gaza. En France, sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio, les journalistes ont invité des spécialistes du Moyen-Orient, des généraux à la retraite, qui tous reprennent la voix de la France. Israël a le droit de se défendre. Mais la reconnaissance des souffrances du peuple palestinien est souvent oubliée. C'est pour cette raison que je vais vous faire entendre dans cette émission la voix de Leïla Chaïd. Leïla Chaïd est née à Beyrouth dans une famille libanaise engagée dans le mouvement national palestinien. Choquée par la guerre d'Israël de 1967, elle s'engage dans le Fatah, le parti de Yasser Arafat. En 1989, après des études de sociologie,
Elle est nommée représentante de l'OLP. De 1994 à 2005, elle est déléguée générale de Palestine en France. De 2005 à 2015, Leïla Chaïd est déléguée générale de la Palestine auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Femme de culture et proche de Yasser Arafat, elle a toujours défendu le peuple palestinien. Leïla Chaïd est aussi une femme de grande culture. Elle prend sa retraite en 2015 pour se consacrer à des actions culturelles et en 2023, elle continue à défendre le peuple palestinien. Le 9 octobre 2023, 2 jours après l'attaque du Hamas, elle est invitée par les journalistes de France Inter avec Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France. Nous l'écoutons. Leïla Chaïd, vous êtes en direct avec nous également. Quelle a été votre première réaction samedi matin en découvrant l'ampleur de l'attaque du Hamas contre Israël? Le sentiment d'une profonde tristesse, puisque j'ai été, comme Elie Barnavi, en poste à Paris lorsqu'il y a eu les accords d'Oslo, et que j'y ai cru, comme d'ailleurs Elie, et qu'il y avait réellement dans les deux sociétés une petite lueur qui n'a malheureusement pas été maintenue, puisque très vite les élections israéliennes ont amené, à commencer par Ehud Barak, membre du Parti travailliste, mais qui a voté contre Oslo, des premiers ministres qui n'étaient pas réellement pour les accords d'Oslo. Et il y a eu après Sharon, il y a eu Monsieur Netanyahou, et c'est un gâchis terrible, parce que Oslo, c'est il y a 30 ans. Et l'occupation militaire, c'est il y a 56 ans. La guerre, elle n'est pas déclarée aujourd'hui, Monsieur Hollande. La guerre, elle dure depuis 56 ans pour les Palestiniens. Et pas seulement à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans les camps de réfugiés de l'extérieur, où quelquefois les Palestiniens affrontent les autorités arabes, pas seulement israéliennes. Mais Leïla Chaïd, cette attaque du Hamas... Pourquoi un gâchis? Oui. Vous me demandez ce que j'ai senti, Oui. J'ai senti un gâchis. Et dans ce gâchis, il y a aussi la responsabilité des tiers. Parce que lorsqu'on a été négocié à Oslo, on savait qu'on était les plus faibles. On n'avait pas de pétrole, pas d'armée, pas de diplomatie. Arafat était dans un hôtel à Tunis. Mais on espérait qu'on serait épaulé par ceux qui ont vraiment à cœur ce que Elie Barnavi décrit, ça veut dire une existence normale de 2 États côte à côte. Eh ben, cette communauté internationale, à commencer par l'Union européenne, n'a pas assumé ses responsabilités pour nous amener jusqu'à là. Et moi, je suis beaucoup plus pessimiste que Elie. Je crois que ce qui va se passer, c'est l'annexion de ce qui reste comme territoire palestinien qui ne sont pas encore annexés. C'est pour ça qu'ils envoient l'armée à Hawara et à Naplouse, pas seulement parce qu'ils veulent protéger les colons, parce qu'ils sont en train d'annexer ce qui reste des territoires C et B, ils sont en train de les annexer. Leïla Chaïd, il n'y a plus de territoire pour faire un État palestinien. Leïla Chaïd, pardon de revenir sur cette attaque du Hamas, sur sa violence, le fait qu'elle vise des civils, des femmes, des enfants pris en otage, filmés, diffusés sur les réseaux sociaux. Vous la condamnez, cette attaque? Militaires. Oui. Et des militaires oui, aussi. Mais ces images de civils, j'imagine qu'elles vous ont touché. Est-ce que vous la terrible, condamnez? Terrible, oui. Est-ce que vous les condamnez? Écoutez, je suis pas là ni pour condamner, ni pour féliciter. Je suis là comme Elie Barnavi pour essayer de comprendre. Et c'est honteux de dire que ce n'est pas nécessaire de comprendre, parce qu'on serait des animaux. Si on comprend pas seulement en Palestine, en Israël, mais dans le monde entier, ce qui se passe, à commencer par la politique française. Qu'est-ce que vous comprenez? Donc moi, et là, sur la réaction de la communauté internationale, des médias, je comprends qu'aujourd'hui il y a. Vous pensez que je me régale en regardant les images de comment on a tué 260 jeunes qui étaient partis pour danser et faire de la musique techno? Mais je comprends que les Palestiniens qui crèvent depuis 56 ans derrière un mur dans un ghetto qui s'appelle Gaza, où il y a la plus grande densité au monde sur 356 km² et pas d'eau potable et pas moyen de sortir ni de rentrer, même de se soigner. Je comprends qu'ils sont fous de rage contre des Israéliens à côté qui dansent et qui chantent. C'est cette schizophrénie israélienne qui ne peut plus durer. On ne peut pas avoir une puissance occupante dans tous les territoires palestiniens et un État d'Israël qui vit comme s'il était aux États-Unis ou en France. Et ça produit la rage, la colère, l'horreur qu'on a vue. Et d'ailleurs, cette horreur, elle devait être prévisible pour les observateurs. Seulement, bien sûr, ils se sont lavé les mains.
Elie on Barnavi, a dit que qu'est-ce que vous avez... La Palestine n'était pas importante et que c'est plus important l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn et le Maroc pour faire Abraham. Elie Barnavi, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Leïla Chalaïd? Que c'est inacceptable. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'injustice. Ce qui s'est passé là, ça a à voir avec une idéologie et le massacre à bout portant de femmes et d'enfants devrait pouvoir condamner cela sans ni si ni mais, comme je le fais volontiers. Lorsqu'on condamnera de la même manière l'assassinat des femmes et des enfants palestiniens, je condamnerai moi aussi les assassinats palestiniens. Mais on n'a pas deux poids, deux mesures. Pas en même temps, on a un s'il poids, vous plaît. une mesure pour tout le monde. Je ne vois pas, moi, d'assassinat délibéré de femmes et d'enfants de la part des troupes israéliennes. Qu'est-ce que c'est les bombardements des immeubles? Il y a 413 morts en 24 heures qui sont des civils, aujourd'hui dans la bande de Gaza. Elie Barnavi, finissez. Je suis désolé, moralement, ça ne relève pas de la même attitude. Il y en a qui viennent tuer des enfants, des femmes et des hommes de manière indiscriminée parce que ce sont des juifs et il y a des opérations militaires où il y a des victimes collatérales, mais ce n'est pas... Alors les opérations militaires, c'est pas du terrorisme d'État? C'est pas du terrorisme d'État, les bombardements des civils, pas depuis seulement hier, mais depuis les 5 opérations militaires contre la bande de Gaza. Je ne vais pas entrer dans cette polémique, parce que ça, on en a pour une heure, et on va pas la mener ce matin. Comme vous l'avez remarqué dans cette émission matinale de France Inter, le seul objectif des journalistes était de faire condamner l'attaque du Hamas par Leïla Chalaïd. Mais Leïla Chalaïd a réussi à restituer cette attaque dans la durée longue de la guerre israélo-palestinienne, et quelques jours plus tard, Leïla Chalaïd était aussi invitée sur le plateau de LCI. Alors voici son intervention. C'est Leïla Chalaïd qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Leïla Chalaïd. Ancienne autorité palestinienne, aujourd'hui citoyenne. Toujours figure, évidemment, vous êtes la femme qui était aux côtés de Yasser Arafat, la femme qui incarnait une autre Palestine, pas celle du Hamas et des islamistes. D'abord, est-ce qu'il y a une douleur personnelle de tout ce qui est en train de se dérouler? C'est évident. Je suis un être humain, comme les Israéliens, comme vous. Il est impensable de me demander une question comme ça, parce qu'on dirait que vous doutez de mon humanité. Bien sûr que j'ai été bouleversée. J'ai été bouleversée par les morts du 7 octobre, du 6 octobre. J'ai été aussi bouleversée par les images que vous venez de montrer sur l'étendue de la destruction d'un territoire qui, depuis 56 ans déjà, est sous occupation militaire et qui, depuis 2 jours, est coupé au niveau de l'électricité par Israël. De l'électricité, de l'eau, du fuel, ça veut dire de ce qui peut alimenter même les générateurs des hôpitaux. Et je trouve que ça aussi, c'est un crime de guerre. Leïla Chalaïd, je ne doute certainement pas de votre humanité. Je pensais à la douleur d'avoir été une figure d'une Palestine tout à fait honorable, honorée à un moment où elle s'approchait de la paix, alors qu'aujourd'hui, ce sont des islamistes tueurs qui ont un rôle si important. Contrairement à vous, je ne pense pas que le Hamas soit des singes. Je n'ai pas dit singe. Mais si, je vous ai entendu nazi, à éliminer. J'ai entendu le représentant de l'armée israélienne. Aller faire la chasse à des juifs. Éradiquer le Hamas. Le Hamas, vous venez de donner un sondage qui dit que 56%, c'était bien ça, 56% des Palestiniens interrogés se reconnaissent dans le Hamas. Donc le Hamas n'est pas ça ne légitime pas pour autant. Ça ne le légitime pas pour autant. Vous ne pouvez pas prétendre qu'il ne présente pas une partie de l'opinion des habitants de Gaza. Moi, à mon avis, si on faisait un sondage à Gaza, il serait moins. Je ne suis pas de ceux qui ont élu Hamas en 2006, sûrement. Mais je trouve quand même que la manière dont vous couvrez cette tragédie pour les Israéliens et pour les Palestiniens, souvent vous oubliez les Palestiniens d'ailleurs comme victimes, la dimension, il faut que la dimension de si haine. Je suis venue sur ce plateau, c'est pour dire ce que je pense, hein. Et c'est pas pour qu'on dise à ma place ce que je pense. Alors dites-le. Je suis, comme tout être humain, je revendique, donc je ne donne à personne le droit de m'interroger comment je sens. Je sens comme tout être humain. Ça veut dire, premièrement, sur le plan humain, face à des cadavres de femmes et d'enfants israéliens, une très grande émotion,
Mais c'est le prix de la guerre. Elle dure pour les Palestiniens depuis 56 ans. J'ai vu beaucoup de cadavres à Sabra et Shatila, à Gaza avant, parce qu'il y a eu 4 guerres à Gaza dans les dernières 15 années. Et c'était surtout des femmes et des enfants. Et on les voit tous les jours depuis les bombardements. Vous pensez vraiment qu'on peut éradiquer un groupe de guérillas, islamistes ou pas islamistes, et c'est des êtres humains aussi, qu'on va aller les chercher avec une armée régulière, avec un porte-avions nucléaire? Le Gerald Ford est le plus grand porte-avions au monde. Mais et il est même Leïla nucléaire. Chaïd, que faire? Il faut les laisser prospérer. Eh bien, écoutez, faire la paix, le meilleur moyen avec le d'assurer- Hamas? Avec tout le monde. Le Hamas il a été élu dans un parlement que malheureusement l'autorité palestinienne n'a pas accepté. Et donc, il est passé de ça à un coup d'État. Il a été élu, oui ou non? Il a été élu en Il a même 2006 au eu terme une d'élections majorité des législatives. votes. Nous avons Mais les fait nazis l'erreur aussi, en les nazis 2006. aussi avaient remporté des élections. Les Chaïd, rappelons, pardon, juste un point d'histoire, Oui. si vous permettez. Il y a eu un terrorisme juif. Oui. Moi, j'ai rencontré personnellement C'est bien que vous nous Yitzhak rappelez. Shamir, qui était un terroriste, qui a pratiqué. L'Irgun et le Stern. Voilà. Ouais. Et évidemment, il y a eu aussi un terrorisme à l'époque d'Arafat, à la vôtre. Palestinien Il ne aussi. faut pas le nier non plus. Bien sûr. Donc il y a une grande histoire de violence. Mais aujourd'hui, on parle du Hamas islamiste tueur et on ne parle plus des combattants, pardon. Oui. On ne parle plus de vos combattants qui combattaient les armes à la main pourquoi d'autres vous voulez soldats. séparer? Ce sont des assassins Écoutez, qui vont tuer des femmes, Vous des n'allez enfants, pas- des parce que décapiter des les pauvres Israéliens gens. n'ont pas tué des femmes et des enfants et Sabra et Shatila et pendant les quatre guerres contre Gaza, ils ne tuent pas tous les jours des femmes et des enfants dans une guerre qui dure depuis 56 ans. Faire la chasse, ce qu'on a vu comme pogrom, les images que nous avons Mais vues. les pogroms, la presse Leïla Chaïd. israélienne a parlé de Leïla pogroms Chaïd. à Hawara. Leïla La Chaïd. presse israélienne. On a vu À moi. ici même les images où, lors de la rave party, les islamistes du Hamas vont chercher même dans les cabines pour Mais être non, sûrs qu'il n'y ait pas de écoutez, survivants. Malheureusement, la couverture est pleine de fake news. Moi, je pense Non, mais qu'ils ça, c'est savaient pas des même fake pas news. qu'il y Non, avait non. Moi, je ne pense même pas qu'ils savaient qu'il y a une rave party. Mais vous trouvez que c'est normal, lorsqu'il y a une bande de Gaza, qui est le lieu le plus pauvre du monde, la plus grande densité du monde, qui est assiégée, qui crève de faim, qui ne peut pas sortir de chez elle depuis au moins 2007, vous trouvez que c'est normal que des Israéliens viennent chanter et danser à 3 kilomètres? C'est la schizophrénie. C'est de l'inconscience, d'après vous? Oui, bien sûr que c'est de l'inconscience. Parce qu'Israël fait semblant comme si elle ne voyait pas les Palestiniens. Ils ont d'ailleurs construit un mur pour ne pas voir les Palestiniens. Et vous savez qui a le renforcé avant tout le Hamas. Lisez le livre de Charles Anderlin qui s'appelle L'aveuglement. Lorsque les Israéliens ont quitté l'intérieur de la bande de Gaza, parce qu'ils sont toujours là aux frontières, c'est eux qui ont livré au Hamas la bande de Gaza avant l'arrivée de Arafat pour lutter contre le Fatah. Madame, vous avez raison de rappeler Oui. les raisons de la colère palestinienne qui existe, mais est-ce que vous ne sous-estimez pas le danger islamiste pur? Je vous rappelle, pardon, Écoutez, laissez-moi poser ma premièrement, question. premièrement, Attendez, je Chaïd. en tant que femme- Laissez-moi finir ma question et vous pourrez répondre. Oui. Je vous rappelle quand même que parmi les terroristes, notamment du 11 septembre, c'était pas des pauvres malheureux qui vivaient dans la mais misère. je ne Pardon. je ne fais pas du tout Laissez-moi finir ma d'amalgame. question. L'islamisme Vous faites un haineux. amalgame, Darius. Vous faites un amalgame. Laissez-moi finir ma question, Chaïd. Oui. L'islamisme Je vous vois haineux, venir. oui, l'islamisme haineux est une idéologie de Non, destruction. je ne suis pas d'accord. Ça, c'est de l'islamophobie. Ah bah Il non, n'y a non. aucune Terroristes du 11 relation- septembre, il n'y a aucune raison de les relation défendre. entre les terroristes du Bataclan, les terroristes des Tours et un mouvement qui a une idéologie islamiste pour lequel je ne voterai pas et que je n'aimerais pas voir au pouvoir. Mais ça, c'est un mouvement qui a des racines dans une... Vous venez de donner les chiffres. Pourquoi vous trouvez que les Palestiniens qui votent pour eux, vous les éliminez comme étant des non-êtres humains? Tandis que les autres, on se demande quel était leur but. Pourquoi détruire deux tours? Pourquoi aller tuer des gens qui écoutent de la musique à Paris et au Bataclan? Il n'y a pas de comparaison entre les groupes Madame Leïla terroristes Chaïd, idéologiques. je suis désolé, vous et le révisez Hamas. l'histoire. Il y a par exemple dans la politique du Hamas à Gaza Oui. des discriminations à l'égard des Mais je homosexuels. sais, Pardon, vous je n'allez finis pas ma question. m'apprendre. Je vous dis à qu'ils l'égard, sont islamistes. à l'égard des Ils se homosexuels. revendiquent islamistes. Non, n'essayez pas de me couper là-dessus. Les homosexuels, des opposants, des gens honorables qui sont détruits, Écoutez, pourchassés, s'il vous plaît, ne me racontez pas mon pays. torturés par le Hamas. Ne me racontez pas mon pays. Les journalistes y sont Il y a et des ils en rendent tortures compte. en Israël de tous les Palestiniens depuis 56 ans. On a 5000 prisonniers. On n'a pas 150 otages. On a 5000 otages. Alors, lorsque vous parlez de deux poids, deux mesures, moi j'appelle ça de l'islamophobie. Je ne Leïla comprends Chaïd. pas pourquoi depuis 9 jours qu'il y a cette tragédie.
Vous ne voulez que voir un point de vue. Je vous ai écouté. J'étais dans le salon, j'ai écouté. Pas un seul. Et ça la ne me preuve, surprend pas. le vôtre s'exprime aussi. Écoutez, vous me donnez un peu la parole pour peut-être apparaître comme objectif. Or, pas seulement Nous le vous, sommes. tous les médias. Non, vous n'êtes pas objectif, parce que je vais sûrement parler 5 minutes pendant que j'ai écouté un général de l'armée française appeler à plus de guerre. Je vous rappelle que c'est Shimon Peres qui a dit le meilleur moyen d'assurer un avenir pour Israël, c'est de faire la paix. Et il est responsable, comme nous sommes responsables. Mais Hamas ne veut pas la paix, il veut la destruction d'Israël. C'est dans leur charte. Non, ce n'est pas vrai, ils ont changé la charte. Non, la charte ne parle pas de l'existence d'Israël, vous le savez. Monsieur Rochepont, ils ont voté dans des élections qui sont dans les acquis d'Oslo. Et ils ont dit, ils n'ont pas dit qu'ils reconnaissent Israël. Nous, on a reconnu Israël, mais pas eux. Mais ils ont dit que eux, ils sont pour un État à côté de l'État d'Israël. Guillaume Audin. Madame Chaïd, si vous me permettez, revenons au 7 octobre 2023. Oui. Menant une attaque terroriste d'une telle ampleur, le Hamas savait qu'il exposerait sa propre population à une riposte de cet ordre de la part d'Israël. On sait que depuis, et les bombardements, et moi-même j'ai couvert une des guerres menées par Israël contre le Hamas depuis Gaza, j'ai vu et j'ai souvent dit et rapporté même ce que l'ONU documentait, 80% des personnes qui meurent sous les bombardements sont effectivement des civils, des femmes, des enfants, des vieillards que j'ai vus de mes propres yeux. Ça va être la même chose que j'ai vu de mes propres yeux. Mais à titre personnel, est-ce que vous ne pensez pas, très honnêtement, que le Hamas a confisqué la cause palestinienne ? Oui. Écoutez, c'est évident que pour prendre une décision comme celle qu'ils ont prise, mais ils sont comme tous les partis politiques, ils sont à la recherche de quelque chose qui leur renforce leur pouvoir. Mais s'il y avait eu, avec Arafat, parce que vous parlez tous les deux comme si Israël a donné à Arafat toutes les concessions qu'ils font pour faire la paix. Qui a combattu Oslo ? Aussi, Monsieur Ehud Barak, le travailliste, Monsieur Sharon, le Likoud, Monsieur Netanyahou, qui est là depuis plus de 12 ans, plus que Ben Gurion. Eux ne voulaient pas de la paix. Aujourd'hui, ce qui me choque, très simplement, c'est que on revient à une guerre militaire. On parle d'élimination par assassinat ciblé, on parle de l'envoi de 300 000 pauvres réservistes qui vont entrer dans Gaza. On a vu les images, des quartiers entiers ont été rasés. On a vu les réfugiés à la porte de Rafah qui ne peuvent pas entrer. Alors, on va pas refaire la palestinienne dans une impasse. On va pas Gaza dont vous parlez. Mais je parle de la douleur des habitants de la bande de Gaza. Vous ne la voyez pas. Vous ne voyez que l'éradication du Hamas. Mais la Chaïd, pardon, on rencontre aussi de la douleur, et on va largement y revenir, des problèmes civils, des pertes civiles très importantes dans la bande de Gaza. Je crois aussi qu'il faut rappeler quel gouvernement israélien est au pouvoir aujourd'hui. Eli Barnavi a essayé de vous le dire. Ça veut dire que cette décision, c'est aussi une décision qui est en réponse à ce que ce nouveau gouvernement de M. Netanyahou a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir en janvier 2023. Il a mis en place 2 ministres qui, eux, étaient interdits pour terrorisme. Les Israéliens avaient interdit qu'ils participent aux élections. M. Netanyahou en a fait le ministre de la Sécurité nationale, ce qui est une aberration par rapport à l'armée israélienne, et le ministre des Territoires, ministre des Finances, M. Smotrich Ben-Gvir. Ces 2 ministres sont en train d'annexer la Cisjordanie. Ils ont déjà annexé Jérusalem-Est. Maintenant, ils vont vider la bande de Gaza. Nous sommes partis pour une nouvelle Nakba. Léla Chaïd, un mot sur vous-même pour conclure. Vous rappelez, il y a des responsabilités israéliennes très importantes, mais le résultat de ça, c'est aujourd'hui qu'il y a ce mouvement. C'est une guerre régionale, monsieur. C'est peut-être sans doute, mais c'est quand même ce mouvement islamiste qui tue, qui a tué, qui a tué y compris des Français. 19 Français sont tombés la mort des Israéliens, des sous Français, les balles des Thaïlandais, des Américains. Voilà. Mais il faut dire qu'il y a aussi 2600 morts palestiniens. Nous rappelons toute la soirée, madame. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est aussi votre échec, c'est-à-dire celui des Palestiniens? Bien sûr, de la paix. Attendez, je finis ma question aussi. Mais, il faut être raisonnable. Darius, rappelez aux téléspectateurs question-réponse, que on a le droit. toi et moi, nous avons fait des plateaux en Suisse. Oui, bien sûr. Lorsqu'on avait tous, avec Eli Barnavi, l'espoir qu'on arrive à la paix. La communauté internationale aussi est responsable, pas seulement nous. Personne nous a aidés à faire la paix. La corruption de votre autorité palestinienne. C'est le droit international qui n'a jamais été appliqué. Voilà. La corruption elle est partout de l'autorité palestinienne. Ici. Vous avez raison. Mais la corruption là, qui a empêché la paix. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y a un mea culpa aussi de vous, de dire nous avons laissé prospérer le Hamas? C'est pour ça que je suis la représentante de la Palestine en France.
parce que j'ai fait un mea culpa et qu'il n'y a plus eu de processus de paix et je n'avais pas envie de continuer à parler de processus d'une paix qui n'existait pas. Mais ceux qui ont la responsabilité d'appliquer la paix, le Conseil de sécurité, l'Union européenne, les Américains, les Européens, inclus la France, qu'est-ce qu'ils ont fait pour... Maintenant, je n'entends que des généraux qui disent qu'il faut éradiquer, envoyer plus d'avions. Vous avez un chanteur qui veut utiliser la bombe nucléaire. Non, il n'a pas dit ça. Non, il a presque dit ça à Boujna. Quoi qu'il en soit... C'est parce qu'on doit ne choisir que la solution militaire. Je vous dis, il n'y aura de paix pour les Israéliens, pour les Palestiniens, pour les Méditerranéens et tous les Arabes, que le jour où on arrivera à faire une paix bâtie sur l'égalité des droits et la coexistence. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكرة بتشتت الدنيا على القصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى. بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، ولما بيدور السهر تحت قناديل المساء بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنت ساعة، بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنت ساعة. وهديتني وردي فرجيتها لصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي، هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية، وهديتني وردي فرجيتها لصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي، هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية، وهديتني وردي فرجيتها لصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي، هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية، وبتقلي بتحبني ما بتعرف قديش، ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش، بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق،
تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق وبكرة بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى واسمي بيمحى واسمي بيمحى. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire et vous venez d'entendre une chanson d'amour de la célèbre chanteuse libanaise Fayrouz. C'est elle aussi qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Dans la période actuelle, nous avons besoin de cette musique pour supporter le degré de violence qui se déroule en Palestine. Vous avez entendu au début de l'émission les déclarations de Leïla Chaïd au sujet du conflit israélo-palestinien actuel. Après l'attaque des Israéliens par la branche armée du Hamas, les victimes se multiplient aussi dans la guerre de Gaza. Les deux peuples sont gagnés par la peur pour leur existence et par la haine l'un de l'autre. Cela est dramatique quand nous savons que les victimes israéliennes des kibboutz qui ont été attaquées étaient en faveur de la paix et que les victimes palestiniennes de Gaza n'ont qu'un désir, la paix. Alors comment en est-on arrivé à ce degré de violence dans le conflit? C'est une longue histoire que Leïla Chaïd retrace dans un entretien sur la chaîne Mediapart avec le journaliste franco-israélien Charles Anderlin, ancien correspondant à Jérusalem de la télévision française et auteur de plusieurs livres. Cet entretien s'est tenu en 2015, après l'échec des accords d'Oslo, après les violences de 2 intifadas, et après la guerre de Gaza de 2014. Cet entretien nous permet de resituer la violence actuelle dans le temps long du conflit. Sur Israël-Palestine, est-ce que la guerre est le seul horizon? Alors nos deux invités, honneur aux dames, Leïla Chaïd. Leïla Chaïd, vous êtes née à Beyrouth, dans une famille palestinienne, on pourrait dire, de plusieurs générations de militants de la cause palestinienne, de la cause nationale palestinienne. Vous avez grandi dans cette histoire et cela vous a amené à vous engager vous-même et à être, c'est comme ça qu'en France et en Europe on vous connaît, une ambassadrice qui n'a pas sa langue dans sa poche de 1994 à 2005 en France et de 2005 au début de cette année, 2015, à l'Union européenne et en même temps Belgique et Luxembourg. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ambassadrice, toujours militante, donc libérée de la diplomatie, vous allez sans doute nous parler sans aucune langue de bois, si d'aventure il y en avait une. Et je salue notre grand confrère Charles Anderlin, que nous soutenons, que nous défendons, que nous apprécions, qui est donc journaliste en Israël, correspondant du service public. Et je rappelle juste votre histoire, vous êtes né à Paris, on le dit pour les hommes, donc pas pour les femmes, en 1945, d'une famille qui venait de Lorraine et en fait plus essentiellement d'Autriche, de juifs autrichiens qui avaient fui le nazisme. Et en fait, après, à la fin de l'année 68, en décembre 68, vous décidez d'aller en Israël et là, en 70, vous allez prendre la nationalité et faire toute une carrière de journaliste en Israël. Je suis effectivement très inquiet parce que le Zeitgeist, l'ambiance qui règne aujourd'hui en Israël est sioniste religieuse et aussi le sionisme nationaliste. Le sionisme libéral, la grande idée de Herzl à la fin du 19e, de créer un foyer juif libéral, le vice-président serait un arabe, cette idée-là aujourd'hui est extrêmement minoritaire. Face au nationalisme palestinien, on a eu toute une série d'échecs, échecs du processus de paix, échecs de toutes les négociations qui ont suivi. Et pour moi qui vis là-bas, mon environnement immédiat ne croit absolument pas à une paix possible avec les Palestiniens. Pour moi, c'est le succès de la communication gouvernementale israélienne de droite, à savoir Mahmoud Abbas ne veut pas la paix, ne peut pas la paix, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une gestion de crise et je suppose qu'on va en parler avec des épreuves de plus en plus violentes. Quand on regarde ce qui se passe,
les affrontements, par exemple, avec Gaza, sont de plus en plus près dans le temps et à chaque fois de plus en plus violents. Et si on reparle de Gaza, je crois qu'on va de nouveau vers un énorme accrochage. La situation n'évolue pas vers l'espoir. Leïla Chaïd, vous avez déjà débattu avec Charles Anderlin comme ce Oui, bien sûr. Très souvent, parce que Charles Anderlin, au-delà du travail remarquable qu'il fait comme correspondant, est peut-être le meilleur connaisseur de la société israélienne et celui qui a le courage de dire les choses comme il les pense et de l'analyser de l'intérieur. Avant ce livre, qui est très, très bon, sur le monde du Temple, il avait eu le courage de faire un livre quelques années auparavant avec des informations que personne n'avait, inclus moi et les Palestiniens, sur comment les Israéliens avaient secrètement fait en sorte que le Hamas prenne le pouvoir parce qu'ils pensaient que c'était le meilleur moyen de faire la guerre à Yasser Arafat et au courant laïque de l'OLP. Il est là, ce livre, je le montre, hein, c'est le grand aveuglement qui commence sur une scène stupéfiante en 1973 où le gouverneur général, le général qui est le gouverneur militaire de Gaza, participe à l'inauguration de l'immeuble des frères musulmans à Gaza. Mais ce qui est du coup au cœur de la même question, puisque donc, ce que montre ce livre, c'est que ce diable sorti de cette boîte, voilà, a été créé par ceux qui sont dans cette logique de guerre sans fin. Est-ce que ça veut dire pour la militante palestinienne que vous êtes aussi que la fatalité religieuse s'empare aussi du mouvement national palestinien? Ce n'est pas inévitable. Je dirais que dans la société palestinienne, il n'y a pas réellement d'emprise de la religion en politique, en particulier étant donné ce qui se passe dans notre région, avec la montée justement de la religion, du djihadisme terroriste, du fondamentalisme, du salafisme, c'est le meilleur repoussoir pour la jeunesse palestinienne qui ne suit pas ce mouvement. Mais je pense que le gouvernement de Netanyahou essaye depuis des années, et ça n'a pas commencé avec ce que nous voyons aujourd'hui, mais ce que montre le film, ça veut dire qu'il a toujours pensé, puisqu'il était contre Oslo, et donc, il a été élu après l'échec réellement des travaillistes, de ceux qui avaient porté Oslo. Et il a une stratégie, il a une vraie stratégie qui est de dire, parce qu'il veut rejoindre, disons, la guerre de civilisation de M. Bush, il veut dire, voilà, rappelez-vous, il a dit en 2001, au moment de la seconde intifada, moi j'ai mon Ben Laden, c'est Yasser Arafat, donc je fais partie du monde judéo-chrétien qui combat l'islam. Et donc il pense que encourager un conflit religieux, c'est attirer une alliance avec ce qu'il appelle, lui, le monde libre, le monde qui lutte contre le fondamentalisme. Donc il nourrit l'affrontement. C'est pour ça qu'il a lâché les brides aux colons, qui sont un mouvement nationaliste religieux, les colons dont parle Charles Anderlin en particulier, c'est-à-dire le Gouche Emonim. Nous les appelons ceux à la kippa tricotée. C'est comme ça qu'on les reconnaît des autres. Parce que nous connaissons aussi très bien la société israélienne. Et je pense qu'il joue avec le feu, parce que la région est en train de vivre malheureusement aussi des mouvements fondamentalistes, religieux, politiques, quelquefois terroristes, sans le conflit israélo-palestinien, à cause de, je dirais comme je le pense, la stupidité de la politique américaine qui a ouvert une boîte de Pandore en Afghanistan, en Irak, après en Libye et maintenant au Yémen, et en Syrie, et de cette décomposition des sociétés et des États, s'est créé un vide que remplissent les plus fanatiques, les plus criminels des mouvements djihadistes. Et donc, il est en train de répondre à ça en encourageant un mouvement religieux nationaliste, messianique israélien, qui peut nous amener vers un conflit qui va devenir totalement religieux contre la volonté de la majorité des Palestiniens qui considèrent que c'est un conflit colonial, c'est un conflit sur la terre, c'est un conflit qui a une solution, on la connaît tous, c'est celle des deux États. Et en détruisant la possibilité d'un État, parce qu'il est en train, avec la colonisation, le plus grave, c'est qu'il détruit les bases possibles d'une solution. Parce qu'une fois qu'il a... Vous savez combien de colons il y a aujourd'hui? Il y en a 600 000
entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Il y a un mur de 700 km de long. Il y a un grignotage des territoires avec une annexion de fait de la zone C. Comment voulez-vous faire un État palestinien si il a créé un fait accompli irréversible? Et je pense qu'il est en train d'aller vers un affrontement. D'ailleurs, il le dit. Moi, je l'ai entendu, j'ai eu des débats à l'Assemblée nationale française où certains représentants m'ont dit c'est une guerre de religion, ce n'est pas du tout, comme vous dites avec M. Barnavi, une guerre coloniale, mais c'est une guerre de religion, c'est nous contre l'islam. Comme si l'un et l'autre, vous étiez chacun minoritaire dans votre camp. Nous le sommes, d'une certaine manière. J'essaye de ne pas exprimer de position politique, en tout cas en Israël. Cela dit, dès la minute où, en faisant mon travail de journaliste, j'utilise le langage de la communauté internationale. Ce ne sont pas des territoires libérés, ce ne sont pas des territoires disputés, ce sont des territoires occupés. On vous met l'étiquette gauchiste. Netanyahou, pour ce qui est de la Cisjordanie, est quand même extrêmement prudent. D'abord, il veut absolument maintenir autant que possible. Et là, c'est une certaine dichotomie. D'une part, il fait pression sur l'autorité autonome, retient des taxes. Et de l'autre, il veut absolument conserver la coopération sécuritaire avec la police palestinienne d'Abbas. C'est d'ailleurs ce que lui répètent les généraux israéliens sans arrêt. Côté israélien, ce qui est intéressant et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des généraux israéliens qui affirment et qui se présentent comme ça, nous avons des visions professionnelles, sécurité, défense. Nous ne sommes pas du tout des grands amis des Palestiniens, mais nous ne voulons pas d'intifada, autant que possible, c'est pas la peine. Envoyer ensuite des unités du contingent faire de l'ordre dans les territoires, ce que les petits soldats israéliens ne savent pas faire, c'est obligatoirement des morts, des blessés, et de nouveau la catastrophe. Donc les généraux israéliens disent sans arrêt à Netanyahou, il faut y aller prudemment. Alors là, par exemple, ils essayent par des petits gestes de faire baisser la tension, alors que de l'autre côté, vous avez les déclarations de la droite israélienne et du gouvernement. Netanyahou, pendant la campagne électorale, il n'y aura pas d'État palestinien. On le savait, mais le dire comme ça, surtout aux Américains, c'était autre chose. Et ils disent un État. Alors, par exemple, ils viennent d'autoriser quelques dizaines de médecins palestiniens, pour la première fois depuis 15 ans, à aller en voiture en Israël, dans les hôpitaux, etc., aller à Jérusalem-Est. C'est des petits gestes que les généraux essayent de faire passer, et puis il faut transférer les taxes, le fruit des taxes palestiniennes qui appartiennent au peuple palestinien, parce que l'autorité autonome, par exemple, cesse de payer les flics palestiniens. Alors si les flics palestiniens ne sortent pas, ne font pas régner l'ordre, connaissez ma position à plusieurs reprises, je pense que tout cela, en fait, ne fait que pérenniser l'occupation. Lorsque, là, je rencontre tes dirigeants à Ramallah, les yeux dans les yeux, vous savez, vous n'aurez pas d'État palestinien, c'est fini. Et même si on arrive à un accord sur la Cisjordanie, avec, je sais pas, des échanges de territoires, essayer d'avoir le moins de colons possible ou autre, un accord sur Jérusalem-Est, l'esplanade des mosquées, le mont du temple du judaïsme, c'est impossible. Toutes les négociations ont jusqu'à présent échoué sur Jérusalem-Est, sur l'esplanade des mosquées, mont du temple. Donc, tes dirigeants me disent, on sait, c'est fait. Il n'y aura pas. Oui, mais alors, s'il vous n'y a pas... acceptez, après je passe la parole à René, mais cette défaite, parce que c'est ce qu'il vous dit. Non, moi je ne suis pas d'accord du tout sur le fait qu'on accepte. Je suis d'accord que la réalité, j'ai commencé par la dire, c'est une stratégie systématique de destruction de la possibilité d'un État. Netanyahou est le plus lucide, le plus déterminé et celui qui ne pèle pas le Nord. Depuis la première fois où il a été élu, c'est la 3e fois qu'il est élu. Et c'est fait depuis qu'il a été élu la première fois en 1999 qu'il suit la même politique de sape de l'État, de la possibilité d'un État. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau et qui est très dangereux, c'est qu'il est en train maintenant de passer de la colonisation du territoire pour empêcher l'État palestinien à la transformation du conflit en un conflit de religion. Il faut se demander pourquoi, et on le voit dans le film, pourquoi est-ce qu'il permet aux colons les plus extrémistes de travailler
et à la destruction du Haram al-Sharif, qui est le lieu saint, le 3e lieu saint, non seulement des Palestiniens, mais d'un milliard de musulmans dans le monde, jusqu'en Indonésie et en Malaisie. Et que ces gens, et le film les montre, et c'est pour ça que c'est tellement intéressant, sont en train de préparer non seulement la maquette, mais même le rituel de l'ouverture du temple. Avec vous pensez réellement la vache rousse que l'armée israélienne, vous pensez vraiment que l'armée israélienne ne peut pas empêcher ces gens de rentrer dans l'esplanade qu'on voit dans le film et d'aller défier les musulmans qui prient. Rappelez-vous, lorsque Sharon était rentré en 2001, il y a 14 ans, on avait eu combien de morts? 80 morts. Mais vous avez aujourd'hui, si on touche à une pierre, et or il y a comme on a vu encore dans le film, il y a des fouilles qui se font sous terre. Netanyahou le fait sciemment et volontairement. C'est pour ça que vous avez des généraux israéliens qui sont assez responsables et qui disent « Mais Netanyahou, il est en train de déclencher une guerre contre l'islam à Jérusalem et il est en train de menacer de faire une guerre contre l'Iran parce qu'il est contre l'accord avec l'Iran. » Netanyahou est un idéologue qui croit... Vous savez ce qu'il a dit au Congrès lorsqu'il a été défié Obama? Il a dit « Le peuple juif est devant Amalek. Dis-leur qui est Amalek. » Il se croit. Alors, Amalek, c'est le diable. C'est le diable dans la tradition un peu eschatologique du judaïsme. Tout à fait. Maintenant, l'esplanade des mosquées, il y a une limite à ce que le gouvernement israélien permettra, parce qu'ils savent parfaitement que dès la minute où il a par exemple l'autorisation de la prière juive sur l'esplanade des mosquées, sur le 3e lieu saint de l'islam, c'est la rupture avec la Jordanie et peut-être même avec l'Égypte. Elle était presque arrivée, puisque les Jordaniens ont retiré leur ambassadeur à un moment donné. Il est revenu. Oui, il est revenu, et à l'heure actuelle, vous savez, Netanyahou est suffisamment malin et fin pour savoir jusqu'où il peut aller, y compris dans la colonisation. On a eu des annonces de milliers de constructions à Jérusalem-Est avant le scrutin. Maintenant, c'est bloqué. Alors, il attend un peu. L'esplanade des mosquées, Mont du Temple, c'est de la religion pour l'instant. Maintenant, la crainte des organisations, des ONG israéliennes qui surveillent ce qui se passe, des ONG de gauche qui surveillent ce qui se passe à Jérusalem, c'est qu'on ait effectivement des fanatiques qui fassent quelque chose. Dans les années 80, on a eu Yehuda Etzion et son équipe, qui est dans mon film. Ils avaient préparé une bonne tonne d'explosifs pour faire sauter le dôme du Rocher. Aujourd'hui, tout cela est relativement surveillé. Je ne pense pas qu'il y aura un changement de statut pour les Juifs sur l'esplanade des mosquées, parce que ça entraînerait une catastrophe régionale. Et Netanyahou est suffisamment prudent dans sa politique pour ne pas le faire. Peut-être que ce n'est pas une volonté j'espère que Netanyahou a le sens de responsabilité, surtout son gouvernement et votre armée. Mais vous savez, lorsque la situation régionale est tellement inflammable, on ne contrôle pas tout. Ni Netanyahou, ni Obama, ni personne ne peut contrôler totalement ce qui peut se passer. Il suffit qu'un musulman considère qu'on est en train de blasphémer pour qu'il s'immole. Je ne sais pas, nous avons vu des attaques contre des rabbins dans une synagogue il y a quelques mois à Jérusalem. C'est comme une boule de neige. Et je pense qu'on sous-estime cette atmosphère qui règne de fanatisme religieux, combien elle a aussi son importance, parce que la Palestine reste, pour la majeure partie du monde arabe et musulman, une cause quand même très importante dans leur... Même si aujourd'hui, il y a des tas d'autres situations qui sont très graves au Yémen, en Syrie, en Irak et ailleurs. السماء بين الهوى
Dans notre émission Civis Pacem d'aujourd'hui, nous parlons du conflit israélo-palestinien qui s'est enflammé depuis l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël par la branche armée du Hamas palestinien. Après cette chanson de Fayrouz qui nous accompagne dans toute notre émission, nous reprenons l'entretien de la Palestinienne Leila Chaïd avec le journaliste israélien Charles Anderlin. Dans une émission de Mediapart de 2015, ils analysent les causes des violences qui existent depuis une soixantaine d'années dans cette partie du monde. Les Palestiniens ne peuvent plus entendre parler de négociation. Si vous dites le mot processus de paix, les gens tournent le dos et partent. Ils sont excédés parce qu'ils souffrent de l'occupation quotidienne. Leur vie n'est pas une vie, c'est une vie de gens piétinés tous les jours, surtout les jeunes. Et ce n'est pas du tout par fanatisme, mais ils veulent vivre libres. Ils ne peuvent plus supporter votre double langage en Occident. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit du Koweït, on envoie l'OTAN et on envoie les armées françaises et américaines et arabes libérer le Koweït. Oui. En 1991, lorsque Saddam Hussein occupe l'Irak. Et dans les Balkans, lorsque les Serbes attaquent les Bosniaques et les Kosovars, on envoie l'OTAN. Mais lorsqu'il s'agit d'Israël, comme si Israël était un État protégé par quelque chose de supranaturel et qu'elle n'était pas redevable d'explication devant la communauté internationale. C'est devenu quelque chose d'insupportable physiquement pour tout citoyen palestinien, qu'il soit chrétien, musulman, de gauche ou de droite, parce que c'est 48 années d'occupation militaire qui est une violation fondamentale du droit de n'importe quel peuple qui vit sous l'occupation. Dans l'histoire de plus d'un demi-siècle, ça fait 66 ans que la cause palestinienne existe. En 66 ans et un siècle que les Palestiniens se battent, c'est la première fois qu'on prend les armes les uns contre les autres à Gaza en 2007. Et une des raisons, ça a été un traumatisme C'était terrible. La première fois dans notre histoire. C'était un énorme traumatisme. Et une des raisons, c'est parce que ceux qui nous ont encouragés à aller vers les élections ont bousillé nos élections en refusant d'accepter et de respecter le verdict des urnes, en boycottant le fait que le Hamas avait gagné démocratiquement. En tout cas, tout compte fait, on diabolisait le Hamas. On diabolisait. Non seulement ça, on n'avait pas légitimement le droit de refuser le résultat des urnes qui ont été surveillées par le monde entier. C'est pas parce que ça ne plaît pas à l'Union européenne et à M. Obama qu'on l'annule. C'est ce qui s'est passé. Et donc, le Hamas a pris par les armes le pouvoir à Gaza, et elle y est encore. Et aujourd'hui, bien sûr, elle sent qu'elle est soutenue par d'autres mouvements islamistes à travers le monde arabe et musulman. Mais je dirais qu'aujourd'hui, dans la société palestinienne, beaucoup de gens qui ont voté pour le Hamas ne sont plus prêts à voter pour le Hamas. Parce que le régime qu'ils ont dirigé depuis 2007, ça fait combien? 8 ans, n'était pas exactement celui qu'ils espéraient lorsqu'ils ont voté pour eux. Inclus certains chrétiens ont voté pour le Hamas. Et donc, ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin sur quel est le genre de gouvernement ou de pouvoir ou de gouvernance qu'ils veulent. Ils veulent avant tout une gouvernance qui n'est pas corrompue, où les affaires sont séparées de la gestion de la vie quotidienne des citoyens. Deuxièmement, ils veulent des professionnels. Ça veut dire des gens qui savent de quoi ils parlent lorsqu'ils sont ministres de l'économie ou des finances ou de l'environnement ou de l'industrie ou de l'agriculture. Ils ne veulent pas des idéologues parce que celui-là était le chef d'un mouvement, parce que ça c'est le problème de tous les mouvements de libération, les Vietnamiens, les Algériens, les Cambodgiens et les Sud-Africains. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui. Et donc, la jeunesse palestinienne fait partie de la jeunesse universelle. Vous savez, avec leur éducation. Ils lisent Mediapart actuellement. Ils vous regardent. Exactement. Depuis le centre culturel. Nous avons le plus haut taux de diplômés universitaires dans le monde arabe, relativement à notre petite taille. Donc le niveau d'éducation est tel, et ce niveau d'éducation leur permet non seulement de suivre de loin, mais aussi en tant que techniciens de travailler dans le Golfe, en Amérique. Vous avez des Palestiniens dans le monde entier, mais qui regardent tous vers leur pays. Ceux-là, ils veulent un gouvernement démocratique, un gouvernement laïque, un gouvernement qui n'est pas contre Israël si Israël reconnaît son existence. Et certains voient d'ailleurs, avec la même classe sociale, le même milieu israélien, une possibilité de création de milieux économiques et industriels intéressants parce qu'ils font partie du monde moderne. Ils n'ont pas de problème de frontières nationales, d'identité nationale. Ce qu'ils veulent, c'est une bonne vie
et surtout le respect de leur dignité et une capacité d'avoir un avenir radieux à l'avenir. Il y a la communication gouvernementale israélienne, nous sommes menacés de partout, Daesh, le Hezbollah, le Hamas. On vous fait régulièrement le compte des missiles, de 100 000 missiles dont dispose le Hezbollah qui menace l'ensemble du pays. Le Hamas en aurait pas mal aussi. Et puis il y a une réalité qui est autre. La réalité, c'est jamais la coopération militaire entre Israël et l'Égypte n'a été aussi serrée, aussi proche. L'Égypte du général Sisi. Oui, absolument. Le Hamas est décrété organisation terroriste en Égypte. D'ailleurs, c'est une des causes de la dernière guerre à Gaza. Les Égyptiens ont bloqué tous les tunnels de contrebande et de passage de denrées qui permettaient au Hamas de prélever sa dîme et donc de payer ses fonctionnaires. Même la valise d'argent venue du Qatar ne pouvait plus passer pour payer les fonctionnaires et les combattants du Hamas. Tout était bloqué. Les Israéliens commencent à se dire c'est pas mal. Le Hamas s'est tourné vers l'autorité autonome en disant allez, on signe la réconciliation. Grande surprise à Ramallah, ils veulent la réconciliation. Nos amis à Ramallah étaient complètement surpris, qu'est-ce qu'il leur prend? Ensuite, ils ont demandé à Abbas, est-ce que vous pouvez payer nos salaires? Ah non, c'est pas possible. À ce moment-là, on a eu l'enlèvement de 3 jeunes Israéliens près de Hébron, et Netanyahou a la grande idée, ils sont coincés côté Égypte. Eh bien, moi, je lance une campagne d'arrestation en Cisjordanie, et là, le Hamas... Arrestation de Hamas, des dirigeants du Hamas. Et là, le Hamas commence à lancer des requêtes. Netanyahou s'inquiète, il ne veut pas de crise maintenant. Il a fait 8 ou 9 propositions de cessez-le-feu, mais Mohamed Deif, le chef militaire du Hamas, n'avait aucune raison d'accepter ça parce que chaque journal télévisé faisait baisser le soutien à Israël. Donc, oui, d'abord, Daesh ne menace pas directement Israël. Jusqu'à présent, Daesh a tué beaucoup plus d'Arabes que d'Israéliens et de Juifs. Les attentats qui ont eu lieu en Europe, Paris et la Belgique, c'est par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. C'est terrible, bien entendu, Charlie Hebdo. Mais, je sais pas, en Libye, on a eu des massacres de chrétiens, de coptes égyptiens, des dizaines. En Syrie, en Irak, tous les jours, jusqu'à maintenant. Israël n'est pas directement concerné par Daesh. Et au plan stratégique, le Hezbollah et Israël aujourd'hui se dissuadent mutuellement. Actuellement, en tout cas, le Hezbollah est plutôt occupé en Syrie et ailleurs et n'a pas intérêt à se lancer dans une opération, une provocation vers Israël. Ça se terminera encore une fois très mal avec d'importants dégâts à Beyrouth notamment. Le Hamas, alors Gaza, c'est la catastrophe humanitaire. Les généraux israéliens tentent d'expliquer qu'il faut essayer d'envoyer quand même des matériaux de construction. Ils veulent finalement, aux États-Unis, l'affaire israélo-palestinienne est une affaire intérieure américaine. Dès que vous parlez d'Israël aux États-Unis, au Congrès, c'est une affaire intérieure américaine. À partir du moment où un milliardaire nommé Sheldon Adelson peut aller voir chaque représentant, chaque sénateur et lui dire « Vous votez ce que demande Netanyahou et vous aurez 200 000 $ de plus pour votre campagne électorale. » C'est fichu. Et puis même en France, l'affaire israélo-palestinienne, telle que je la vois depuis Jérusalem, c'est une affaire intérieure française. Quand on a des dizaines de milliers de pro-palestiniens qui manifestent dans les rues à Paris, et pas du tout sur d'autres sujets, à mon avis, tout aussi graves, oui. Les chrétiens en Syrie, Yarmouk, les Palestiniens de Yarmouk qui meurent par milliers, assassinés. Mais si c'est une affaire israélo-palestinienne, il y aura des milliers de gens dans les rues, et ensuite vous aurez des contre-manifestations venues de la communauté juive. En Europe, en France, en Allemagne en partie, en Espagne, aux États-Unis, c'est une affaire intérieure. Et pour avancer, il faudrait que les gouvernants, les dirigeants de ces pays surmontent leurs problèmes intérieurs et disent aux communautés qui, en fait, finissent par s'affronter, les pro-israéliens, les pro-palestiniens, vous nous laissez maintenant tranquilles. Je ne crois absolument pas à ce qu'une nouvelle résolution des Nations Unies peut apporter, qu'elle soit française ou autre.
Parce que Miguel Moratinos, quand je lui ai dit c'est la route vers les colonies, il m'a dit, tu sais Charles, nous les diplomates, on a toujours besoin de papier. Alors cette résolution de l'ONU, ce sera de nouveau un papier. Oui, mais que Mahmoud Abbas pourra montrer, écoute, il a 80 ans, je sais, tu le sais, il envisage son départ. Il envisage son départ avec ce qu'il va laisser, c'est-à-dire des résolutions aux Nations Unies, des résolutions à l'Assemblée Générale des Nations Unies, des reconnaissances du plus grand nombre d'États dans le monde. La CPI tout récemment, la Cour pénale internationale. Oui, bon, on verra aussi jusqu'où ça va, parce qu'il y a déjà les Américains qui sont aux commandes derrière, à la demande du gouvernement israélien. Je crois qu'il faut cesser de parler de ces vieux papiers, solutions à 2 États. Je crois qu'il faut essayer de réfléchir à autre chose, confédération, je ne sais pas quoi. Quand on parle... C'est-à-dire abandonner l'idée des 2 États. C'est ça la voie réaliste, même pour un partisan de la paix comme vous. Telle qu'elle est présentée aujourd'hui, oui. Est-ce qu'on peut penser à une fédération? Est-ce qu'on n'évacuera pas 400 000 colons? Il y aura guerre civile et aucun gouvernement israélien, même de gauche, se lancera dans l'évacuation de dizaines de milliers de colons. Tout simplement, ils n'auront pas les forces pour le faire. Et un État binational n'est pas... Un État binational, ce sera la catastrophe. Meir Dagan, ancien patron du Mossad, légendaire patron du Mossad, manifestation de gauche il y a à peine un mois, dit « Netanyahou nous conduit à l'État binational, c'est la fin du sionisme. Oui. Et c'est la fin de son sionisme, c'est-à-dire le sionisme libéral qui s'arrête à la ligne verte. » Je voudrais dire que je partage entièrement l'avis de Charles sur le fait que ce qui compte est maintenant de sortir de cette, comment dire, un peu cette pièce de théâtre qu'on a jouée depuis Oslo et qui s'est terminée par elle-même. Et on pourra essayer de souffler la vie de nouveau dans ce processus, on ne pourra plus vraiment le réanimer. Il faut avoir le courage, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul, nous et les Israéliens. C'est là où je dirais que la diplomatie a failli, la diplomatie internationale. Et ce n'est pas une question seulement de personnes, François Hollande ou Merkel ou Cameron. C'est plus grave, c'est la diplomatie internationale. Elle a montré son incapacité d'assurer la paix et la coexistence dans cette région du monde. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il y avait une partie tiers qui accompagnait ce processus depuis 1993. Elle doit sortir du... Vous parlez de langue de bois. C'est la diplomatie internationale qui parle une langue de bois. Ça veut dire revenir à des résolutions et à des... Ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain. Les Palestiniens, maintenant, ne s'intéressent plus que ce que leur arrive tous les jours dans leur vie quotidienne, qu'elle soit en Palestine ou à Yarmouk ou dans les camps de réfugiés de Jordanie. Et les Palestiniens sont jeunes, sont dynamiques, sont pleins de vitalité, ils n'ont pas de complexe d'infériorité, ils n'ont pas non plus un complexe de supériorité. Ils n'accepteront plus moins que l'égalité des droits. Que cette égalité soit dans une confédération, une fédération, 2 États, un État binational, ce que vous voulez, ce n'est pas important. 1, 2, 3, 4 États. Ce qu'il faut, c'est qu'ils savent qu'ils sont comme tous les citoyens du monde, nés libres et égaux, qu'ils ne sont pas, ils ne voient pas de différence entre le juif, le musulman et le chrétien et l'athée, qu'ils veulent être des citoyens à part entière, et eux, comme tous ceux qui ont fait les révolutions arabes, parce qu'elles ne sont pas mortes les révolutions arabes, même si aujourd'hui il y a des islamistes qui sont au pouvoir, parce que les révolutions, elles ont eu lieu. Elles ont perdu l'institutionnalisation de leurs acquis à travers le système parlementaire et les élections. Parce que pour faire des élections et les gagner, il faut avoir des partis, des syndicats, il faut connaître les règles du genre. Qui a fait les révolutions? C'est des mouvements sociaux. C'est les femmes, c'est les jeunes, c'est pas du tout des partis politiques. Mais ils sont là et ils grondent sous terre. Et les Palestiniens considèrent qu'ils sont dans la même lignée de cette intifada. Qu'ils ont même été les premiers. Qu'ils ont même été, mais pour ne pas être prétentieux, il ne faut pas dire on était les premiers. Mais cet esprit de intifada, cet esprit de la résistance, de la résilience, de la confiance en soi, mais dans l'égalité, dans le respect du droit de l'autre. Ce qui est très beau en Palestine, c'est que c'est jamais contre l'autre, mais avec l'autre. Et nous, on a dit, c'est nous qui avons dit aux Israéliens, nous voulons faire un pays avec vous, avec 2 États côte à côte, mais qui se respectent mutuellement. Les Israéliens ne nous ont jamais rien proposé, ni ça, ni autre chose. Mais c'est pour ça que nous sommes forts.
parce que nous ne sommes pas dans le déni de l'autre, mais dans une solution qui donne à chacun sa place. C'est pour ça qu'on est tellement présent aussi, parce que ça symbolise quelque chose. Mais là où il y a une faillite totale, c'est au niveau des institutions internationales et de la diplomatie de vos pays. Parce que recommencer cette rengaine de blablabla est devenu pour les Palestiniens, regardez-moi la diplomate, comme je suis peu diplomate, en vous disant que ça m'est devenu à moi insupportable d'entendre parler de processus de négociation ou de processus de paix, lorsque je vois qu'aujourd'hui, Daesh entre à Yarmouk, le camp de réfugiés qui comptait 350 000 personnes, dont 180 000 Palestiniens, pour d'un côté couper la tête des Palestiniens par les militants de Daesh, et de l'autre par l'armée syrienne qui les bombarde avec des tonneaux de dynamite comme elle le fait sur ses propres citoyens. Et qu'est-ce que vous faites? Vous regardez, parce que vous êtes omnibulés par l'Ukraine et parce que vous avez une crise en Grèce. Il y a quelque chose qui ne marche pas. حبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي إلي أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي إلي حبيبي ندهلي قال لي الشتي راح رجعت اليمامي زهر التفاح حبيبي ندهلي قال لي الشتي راح رجعت اليمامي زهر التفاح وأنا على بابك ندي والصباح وبعيونك ربيعي نور وحلي أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي إلي وندهلي حبيبي جيت بلا سؤال من نومي سرقني من راحة البال وندهلي حبيبي جيت بلا سؤال من نومي سرقني من راحة البال أنا على دربه دربه على الجمال يا شمس المحبة حكايتنا غزلي أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي إلي. Nous sommes en compagnie dans cette émission de la diplomate palestinienne Leila Chaïd et du journaliste israélien Charles Anderlin. Il s'agit pour nous d'essayer de comprendre comment les crimes de guerre qui ont frappé les Israéliens le 7 octobre 2023 et les Palestiniens tous les jours depuis cette date étaient non seulement prévisibles, mais peut-être même organisés. En 2018, alors que le principal soutien d'Israël, les États-Unis, dirigé par le triste Donald Trump, reconnaissent Jérusalem comme la capitale d'Israël et décident d'y déplacer leur ambassade, alors que la marche du retour pacifiste des Palestiniens se heurte mortellement à l'armée israélienne à la frontière de Gaza et fait plus de 200 morts, la question d'une paix future entre les deux peuples peut se poser. En 2018, l'historien Pascal Boniface
pose d'ailleurs la question à Leïla Chaïd. Leïla Chaïd, quelles sont aujourd'hui les perspectives du côté palestinien? On a quand même l'impression que la paix s'éloigne de plus en plus, voire même que la solution dite des deux États devient de plus en plus difficile à être réalisable. Je mesure mes mots en te répondant, Pascal, parce que je veux être honnête à l'égard du public qui te suit et qui suit l'évolution de toute la région, du monde entier. Je dirais que c'est beaucoup plus grave qu'il n'y a plus de processus de paix. Pour moi, il est mort déjà il y a plusieurs années. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est, je dirais, une deuxième Nakba. La Nakba étant ce qui s'est passé il y a 70 ans, ça veut dire la disparition de la Palestine, la dépossession de la terre et l'expulsion de 90% de la population, qui était à l'époque 750 000 Palestiniens, musulmans, chrétiens, riches et pauvres qu'on a mis à la porte, qui sont les 6 millions de réfugiés aujourd'hui. Nakba en arabe étant effectivement catastrophe. C'est le traumatisme principal, c'est le cœur du problème. Et c'est eux qui sont aujourd'hui la majorité de la population palestinienne, mais ils sont tous en exil et la majorité sont dans des camps de réfugiés. Et lorsque je dis que c'est une deuxième Nakba, c'est grave parce que tu m'aurais interrogé il y a 15 ans, on avait déjà fait 10 ans de processus d'Oslo, j'avais encore de l'espoir qu'on avait face à nous des interlocuteurs israéliens, qu'on avait des alliés dans le monde arabe, qu'on avait en Europe une Union européenne qui voulait être une puissance qui équilibre un peu le parti pris américain. Mais aujourd'hui, on est dans une situation telle que les Palestiniens, la population palestinienne, a le sentiment vraiment qu'elle est abandonnée par tout le monde. À commencer par un certain nombre de pays arabes, qui considèrent qu'aujourd'hui, la menace qui les inquiète et qui les pousse à s'armer et peut-être même à faire la guerre n'est plus la menace israélienne, mais la menace soi-disant iranienne. On a vu ce qu'ils ont fait au Yémen, ça veut dire qu'ils ont détruit un pays. Il y a au niveau de la région les conséquences de la politique américaine en Irak, ça veut dire le démantèlement de pays sur des bases confessionnelles, sur des bases ethniques. L'Irak, la Syrie sont aujourd'hui dans des guerres qui ne sont pas des guerres civiles, qui sont des guerres vraiment de division de la stupidité américaine d'avoir voulu intervenir militairement. Et c'est ça qui a produit les mouvements les plus terribles des djihadistes terroristes assassins, qui sont tous les noms de Daesh, etc. Et vous avez donc un affrontement entre deux courants dans cette région avec l'Iran et la Turquie qui ne sont ni arabes ni israéliens, qui complique encore beaucoup plus la situation régionale. Et puis vous avez une Union européenne qui est totalement inexistante sur le plan de la politique étrangère, qui s'en mêle dans des questions aussi élémentaires que le droit des citoyens à circuler, qui est ému parce qu'elle a quelques milliers de réfugiés qui arrivent sur ses rivages et qui n'a pas de vision de l'avenir, de ce qu'elle représente, et qui est terrorisée devant la politique américaine qu'elle veut ménager et qu'elle veut ménager aussi la politique israélienne, parce que c'est vrai que le terrorisme qui s'est répandu aussi en Europe, Paris, Bruxelles, Madrid, partout, ils ont l'impression qu'ils veulent des forces militaires, des forces sécuritaires, des renseignements généraux. Et bien sûr, là, ils ont l'impression qu'Israël est très bien équipé. Or, Israël, elle crée le terrorisme, elle ne le combat pas. La politique qu'elle mène alimente le terrorisme. Et aujourd'hui, un président américain qui, je ne sais pas comment je peux l'appeler, mais je dirais une catastrophe pour la paix dans le monde entier, pas seulement pour la Palestine, parce que c'est un monsieur qui n'a pas les moyens du poste qu'il détient, ça veut dire président de la plus grande puissance militaire et financière du monde. Et donc, la Palestine aujourd'hui est dans une situation très, très, très grave. Elle est grave pour nous depuis 70 ans, mais nous avons, dans un certain moment, cru qu'il y avait eu un changement sur le plan, après la chute du mur de Berlin, après la première conférence de Madrid, après le changement en Israël avec des gens comme Rabin, avec l'émergence d'une Union européenne qui essayait un peu d'avoir une distance. Vous voyez, elle n'a pas participé à la guerre du Golfe, à la guerre de l'Irak. Tout ça aujourd'hui n'est plus. Tu dis qu'il y a eu un tournant. À quel moment, selon toi, la perspective de paix est devenue
disons, s'éloigner. La décision de Trump n'est pas ce qui fait le tournant. Non, bien sûr, elle n'est pas surprenante. Non, moi je pense que ça commence beaucoup plus tôt. Ça commence vraiment avec l'émergence des forces islamistes, terroristes, djihadistes. Je pourrais même dire avec 9/11, avec les attentats contre les 2 tours, parce que c'est l'internationalisation du terrorisme islamiste qui arrive comme quelque chose, comme le monde n'a pas voulu, à part Jacques Chirac, qui a réalisé que l'attaque contre l'Irak était criminelle? Qui a eu le courage de dire il n'y a aucune justification? Monsieur Bush déclenche la guerre en Irak, après on dit 3 mois après, on s'est trompé. Colin Campbell, le malheureux, doit se présenter devant les Nations Unies et dire on s'est trompé, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Mais entre-temps, le mal était fait. Ça veut dire que on avait mis à bas un régime qui n'avait rien à faire avec Al-Qaïda ni avec les islamistes, qui contenait un peu les ambitions iraniennes, puisque lui est une minorité sunnite qui contenait les ambitions iraniennes, et il a créé au sein de la société irakienne une division ethnique entre Kurdes et Arabes et entre sunnites et chiites, avec laquelle nous sommes. Daesh vient de cette raison principalement. Beaucoup de ces dirigeants sont des anciens de l'armée de Saddam Hussein. Et donc, je crois réellement que à partir du moment où l'attention du monde, c'est pour ça que il y a une théorie que un Anglais qui s'appelle Parsons a toujours utilisée parce que les Anglais ont été les mandataires sur la Palestine pendant longtemps, et qui est très vrai. Il disait, pour qu'une solution arrive, il faut qu'au même moment, les conditions soient objectivement présentes. Chez les Palestiniens, chez les Israéliens, chez les Arabes, chez les Européens, chez les Américains. Il faut un concours parce que c'est un conflit qui est profondément ancré dans l'histoire de l'Europe avec le génocide, dans l'histoire de la colonisation avec la Palestine. Elle a besoin d'être prise en charge par une communauté internationale. Nous avons une instance qui n'est que l'agglomération des États, qui est les Nations Unies, mais sans volonté des États membres du Conseil de sécurité, rien ne peut se faire. Et donc je pense que du moment où l'attention a été prise par le choc qu'a créé les attentats, qui sont aussi la conséquence d'une certaine politique américaine, c'est pas, je le dis pour les analyser, pas pour les défendre, mais pour analyser d'où vient cette haine. Et elle venait en majorité, d'ailleurs, les pilotes étaient tous saoudiens, ça veut dire le plus grand allié américain. On n'a pas voulu regarder, et on paye aujourd'hui le prix. Et l'Europe n'a pas voulu regarder. L'Europe a tellement... J'ai travaillé 10 ans comme ambassadeur auprès de l'Union européenne. L'Union européenne a un genre de complexe encore jusqu'à aujourd'hui, atlantiste un peu, comme si elle doit, en tant que région qui a profité du plan Marshall, de l'aide et du soutien américain, ne pas être critique. Or, les Américains ont besoin que quelqu'un leur remette en question, quelquefois, je dirais leur ignardise, même pas leur ignorance, leur ignardise, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent de société irakienne ou iranienne ou afghane. Ils ne savent pas ce que c'est. Vous avez en France une capacité extraordinaire qui est d'ailleurs centenaire de connaissance de cette région du monde, de chercheurs, de gens qui parlent les langues iraniennes, afghanes, arabes, persanes. Et les Américains, ils arrivent comme ça, ils pensent, Bush disait qu'il faisait une croisade. Il faut être débile pour dire que je fais une croisade du bien contre le mal. Comment vous voulez que ça ne suscite pas face à lui une croisade musulmane? Et donc le tournant, ça serait aussi lorsque Ariel Sharon a dit « Nous avons notre Ben Laden, il s'appelle Arafat ». Oui, tout à fait. Alors, ça se résume, si on veut les anecdotes, par des choses comme la déclaration de Sharon, qui n'est pas inintelligente, parce que à l'époque, effectivement, c'était tellement brutal ce qui s'est passé, parce que personne n'avait vu venir. Or, c'est bien les Américains qui ont formé Ben Laden, c'est bien les Saoudiens qui l'ont armé pour qu'il aille faire la guerre au régime communiste de Kaboul, qu'il a gagné d'ailleurs. Et si Ben Laden et ses camarades étaient de si bons combattants, c'est à cause de la formation américaine. C'est eux qui leur ont donné les missiles qu'ils ont tirés sur le régime communiste de Kaboul. Et donc, mais malgré ça, ils n'ont pas vu venir le fait que ce même homme qui était leur agent, Ben Laden, allait devenir leur premier ennemi. Et donc, je pense que là, il y a eu quelque chose à culbuter sur les priorités
de la paix et de la guerre dans le monde. Comme on est un peu maintenant, ça veut dire à l'époque, c'était comment faire pour combattre une puissance non étatique qui était presque des fantômes. On ne savait pas combien ils étaient. Est-ce qu'il y avait des directives? Est-ce qu'il y avait vraiment une structure hiérarchique? Ou est-ce que c'est des gens qui, chacun seul décide de quoi faire et qu'ils sont juste un peu dirigés par Ben Laden? Et donc, je pense que le premier choc vient de là. On a pensé, en assassinant Ben Laden, en se débarrassant eux-mêmes, parce que c'était effectivement des petits groupes. Mais les mêmes erreurs des Américains en Irak et en Afghanistan ont reproduit un autre genre de Qaïda qui sont Daesh et qui sont aujourd'hui les groupes qui ont remplacé Al-Qaïda, que ce soit dans le Sahel et qui s'attaquent à l'armée française ou qui sont en Syrie et qui s'attaquent aux démocrates syriens ou qui sont en Irak et qui, à mon avis, sont peut-être encore plus dangereux qu'Al-Qaïda. Et donc, je dirais que c'est normal que les citoyens des pays où il y a des attentats se disent sauvons notre peau avant d'aller sauver les Palestiniens, occupons-nous de comment on va protéger les citoyens à Paris, à Londres, à Madrid, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'attentats à Bruxelles, que trouver. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les choses sont liées. Ça veut dire, j'ai fait toujours une comparaison, nous sommes tous autour d'une Méditerranée qui, si vous jetez une pierre au milieu de la mer, elle fait des sillons. Si ces sillons sont positifs, c'est-à-dire si vous plantez un projet de construction, de vivre ensemble, de reconnaissance, de respect de l'autre, de développement économique, de circulation des gens, de co-développement avec l'autre rive de la Méditerranée, c'est positif pour tout le monde, pour nous et pour vous. Mais si vous déclarez des guerres au milieu de cette Méditerranée, vous ne pouvez pas attendre que de ce centre, parce que la Palestine est le centre de cette Méditerranée, elle est Israël. Les ondes qui vont venir vont être des ondes de violence. Et ça va de mal en pire. Et on a l'impression que les puissances comprennent de moins en moins les États, les gouvernements. Il faut que je rende hommage aux opinions publiques. Parce que moi qui ai passé 40 ans à travailler plutôt dans l'information sur la Palestine, sur la région, parce que je me sens aussi une citoyenne arabe et aussi je me sens une femme méditerranéenne, les opinions ont évolué magnifiquement. Et qu'il y a de plus en plus de connaissances de fond, il y a plus d'intérêt, les gens écrivent plus. Toi, tu publies, beaucoup de gens publient, tu as des étudiants qui viennent à l'IRIS se former. Pourquoi? Parce que dans l'opinion, dans les sociétés civiles, il y a une demande de compréhension. Ils n'ont pas envie de vivre dans un ghetto européen. Ils considèrent que le sud de la Méditerranée, c'est le sud de l'Europe aussi. Hein. Donc, je pense réellement que le problème réside dans les structures institutionnelles, en particulier les multilatérales. Ça veut dire l'Union européenne, ça veut dire les Nations unies, ça veut dire l'incapacité de voir à long terme que c'est pas pour des raisons morales, c'est par amour pour les Palestiniens qu'il faut que l'occupation militaire qui dure depuis 50 ans s'arrête et que cette dépossession, cette non-reconnaissance des Palestiniens, nous sommes à la 70e année. Israël va fêter en France l'année d'Israël, comme l'année de sa naissance, et c'est l'année de notre disparition. Il faut que ça rentre dans la tête des gens, que c'est aussi notre disparition. Et que ça a un coût très, très, très lourd sur les opinions publiques aussi du monde arabe. Comme nous l'a dit Leïla Chaïd, abandonnée par les gouvernements arabes et occidentaux, la Palestine a perdu l'espoir d'être un jour en paix. Est-ce que le choc du 7 octobre 2023, qui a traumatisé non seulement les Israéliens et les Palestiniens, mais aussi une partie des peuples arabes et des peuples occidentaux, pourra déboucher un jour sur un bouleversement positif du conflit israélo-palestinien? C'est bien sûr ce que nous souhaitons, nous les pacifistes, tout en regrettant qu'une fois de plus dans l'histoire, il aura fallu passer par des événements meurtriers pour que les peuples fassent la paix. À la fin de cette émission, il me reste à remercier donc la diplomate palestinienne Leïla Chaïd et le journaliste israélien Charles Anderlin, qui ont toujours essayé de comprendre et d'expliquer l'histoire dramatique du conflit israélo-palestinien. Et pour terminer, je vous recommande la lecture du Monde diplomatique de novembre 2023, qui consacre un dossier Israël-Palestine important. Ce dossier est intitulé « L'embrasement et après ». Il y a d'ailleurs de nombreux articles essentiels, dont ceux d'Alain Reich, Serge Halimi, Akram Belkaïd et Pierre Rimbaud.
Et nous terminons cette émission avec une dernière chanson de Fayrouz. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل، واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل. سقط العدل، سقط العدل، سقط العدل على المداخل. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. وإنني أصلي الغضب الساطع هادئ، الغضب الساطع هادئ، الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان. الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان. الغضب الساطع هادئ، وأنا كل إيمان. الغضب الساطع هادئ، سأمر على الأحزان من كل طريق بجياد الرهبة، من كل طريق بجياد الرهبة، وكوجه الله الغامر. الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان. الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان. الغضب الساطع هادئ، وأنا كل إيمان. الغضب الساطع هادئ، سأمر على الأحزان من كل طريق بجياد الرهبة، من كل طريق بجياد الرهبة، وكوجه الله الغامر. لن يقفل باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي. سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب، وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية، وستمحو يا نهر الأردن آثار القدم الهمجية. الغضب الساطع بجياد الرهبة، الغضب الساطع بجياد الرهبة، وسيهزم وجه القوة، سيهزم وجه القوة، سيهزم وجه القوة. البيت لنا والقدس لنا، البيت لنا والقدس لنا، وبأيدي